Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau débat citoyen hebdomadaire. Ce mercredi, nous nous intéressons à Noël. Noël en jaune ou en rouge. La contestation sociale entamée mi-novembre s'est en tout cas invitée à la table des fêtes de cette fin d'année. Autour de moi, pour en débattre, un membre de ce mouvement des Gilets jaunes, Stécie Gentil. Bonsoir. Bonsoir. Vous habitez près d'Yvonne et vous avez rallié notamment le groupe du Nord-Charente. En face de vous, Pascal Pressac, vous êtes chef au restaurant La Grange aux Oies, Agneul, en Charente, pour nous conseiller sur ces repas de fête parfois difficiles à financer. Près de moi, Nicolas Xvereb, secrétaire général du Secours populaire de la Vienne. Vous accompagnez 9000 personnes environ chaque année et plus particulièrement en ce moment avec des distributions de cadeaux. Et enfin, Claude Lafont, vous êtes président de la CCI impliqué de longue date auprès des commerçants du centre-ville de Poitiers puisque vous êtes l'un d'entre eux. Bonsoir à tous, sentez-vous libre de débattre entre vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, derniers invités, non des moindres, c'est vous, derrière votre écran de télévision, d'ordinateur, de tablette ou de téléphone. Vous êtes les bienvenus pour participer à ce débat via nos pages Facebook de France 3 Poitou-Charentes, France 3 Limousin ou France 3 Aquitaine ou depuis Twitter avec le hashtag Noah. Ma première question s'adresse à vous, Madame Gentil. Vous avez passé au cours de ces dernières semaines de nombreuses heures sur les ronds-points mobilisés pour cette cause, pour revendiquer. Qu'est-ce que représente ce Noël pour vous? Comment est-ce qu'il se prépare? Difficilement dans le sens où tous les ans, on a le même problème donc du budget qui s'amaigrit fortement d'année en année. Et donc cette année, on a dit stop. Et donc c'est vrai que de là, on prépare Noël d'une autre manière parce que le mouvement des Gilets jaunes, pour nous, ça commence à être quelque chose de symbolique pour le fond du problème. Donc c'est vrai que Noël, c'est différent. C'est une partie famille, une partie Gilets jaunes. C'est comme ça que vous allez fêter en tout cas. Vous allez essayer de vous partager entre tout à fait. Ces deux aspects. Racontez-nous un petit peu votre famille. Vous êtes? Alors je suis une maman donc, de 3 enfants, dont un enfant qui est autiste. Donc c'est vrai que là j'ai une difficulté supplémentaire. Je vais faire une partie en famille donc, pour le réveillon et je pense rejoindre les Gilets jaunes au 25 pour ceux qui seront sur les ronds-points. Alors, comment vous faites justement niveau budget pour financer les cadeaux de vos enfants avec votre compagnon? Voilà, pour les cadeaux, je me prépare dès le mois d'août. Dès le mois d'août, c'est déjà l'angoisse en fait, parce qu'on sait que Noël est onéreux, on essaye de faire plaisir au maximum, notamment aux enfants, donc ils ont tous des désirs bien particuliers. Et puis les prix augmentent aussi, donc c'est une source d'angoisse. Donc voilà, dès le mois d'août, on prépare le budget pour pouvoir anticiper pour décembre. Vous avez senti le changement d'ambiance, Nicolas Xvereb, autour de Noël par rapport à ce mouvement-là? Nous, ça chaque année. Donc, c'est toute l'année, c'est pas que Noël où on est là pour aider les personnes. Mais c'est vrai que Noël, c'est un moment particulier parce que on essaie que la famille se retrouve sur des moments précieux toute l'année. Bon, il y a cette précarité qui sont au quotidien. On essaie de créer des journées, des soirées où on oublie ça. On crée des moments où ils sont tous ensemble et on oublie ça pendant au moins quelques heures. Et justement, cette ambiance de contestation sociale, ça a replongé les gens là-dedans. C'est quoi un petit peu le ressenti que vous avez perçu? Alors, il y en a qui peuvent se sentir représentés, justement. Enfin, on parle de nous à l'extérieur. Voilà, on n'est pas enfermés dans notre problématique. Mais c'est vrai que il y a du pour et du contre, en fait. Il y a des personnes qui sont en difficulté, mais qui le sont encore plus à cause de ces mouvements. Et d'autres qui sont là pour exprimer justement leurs difficultés pour essayer d'aller mieux, quoi. Monsieur Lafont, pour vous, ces Gilets jaunes, qu'est-ce que ça a changé à l'ambiance de Noël? Ça a changé, si vous voulez, dans la mesure où Noël et le mois de décembre est un mois pour le commerce de détail. Même le grand commerce est un mois fort. Et il est évident que les conséquences risquent d'être dramatiques. Dramatique. Et je pèse mes mots. C'est le mot que vous choisissez. Et je pèse mes mots, oui. Parce que les pertes sont majeures pour certains commerces. Alors, comme le chocolat, par exemple, où il y a une grosse consommation, les jouets. Il y a ces personnes-là qui, le chocolat, les jouets, toutes ces choses qui se vendent qu'au moment de Noël, qui ne seront pas vendues après. Il y a tous ces restaurants qui, eux, perdent des couverts le jour, qui ne pourront pas les retrouver après, si vous voulez, parce que quand vous perdez 100 couverts une journée, le lendemain, vous ne allez pas pouvoir en faire le triple, c'est pas possible. Puis ça recommence, en plus de ça, c'est que ça recommence, ça ne s'arrête pas, si vous voulez. Et puis même si vous n'avez pas un barrage, même si vous n'avez pas
quelqu'un qui vous empêche de passer, vous avez quand même cette ambiance qui vient par les images de la télé, cette ambiance qui vient de Paris ou des grandes villes, des grandes capitales régionales, qui ne donne pas une ambiance à la fête, quoi. On n'est pas... C'est la semaine prochaine, hein. On n'est quand même pas dans Noël. Je suis désolé, mais on n'y pense pas. Ah non, je vous comprends bien, vous n'y pensez pas. Mais Noël, si vous voulez, on n'y pense pas. Il y a longtemps qu'il ne s'est pas passé quelque chose comme ça ici. Longtemps. Pascal Pressac. Non, c'est évident que c'est un vrai problème pour nous aussi, restaurateurs. C'est vrai qu'on compte beaucoup sur ces fêtes de fin d'année. Le mois de janvier est un mois très calme, donc l'activité de décembre, pour nous, est très importante. Il est évident que toutes les réservations que l'on peut avoir et avec les gens qui ne vont pas oser prendre les routes, qui vont être inquiets de partir, de revenir, pour nous, c'est une vraie inquiétude, hein, c'est évident. Hein. Alors, on l'a entendu, les Gilets jaunes ont beaucoup perturbé notamment la circulation autour des zones commerciales, parfois offert le péage aux automobilistes. Il y a quelques jours, quelques-uns ont voulu faire un autre type d'action. Voyez le reportage de Jérôme Villain et Laurent Gauthier. Un froid glacial, humide, des conditions climatiques particulièrement pénibles et pas franchement favorables pour attirer la foule. Peu importe pour ces Gilets jaunes qui ont eu l'idée d'une collecte de jouets en faveur du secours populaire. Bonjour. Merci. Des données ? Oui. Merci. Une bonne action, histoire de montrer au grand public autre chose que la simple contestation. On a décidé de mettre ça en place tous les trois, par rapport à tout ce qu'on voit à la télé, toute la violence et tout ce qui caractérise aujourd'hui malheureusement les Gilets jaunes. Et justement pour contrecarrer un petit peu et redorer un peu le blason des Gilets jaunes. Il y en avait besoin selon vous ? Ouais. Cette opération montée en seulement 4 jours s'inscrit donc en coopération avec le Secours populaire de la Vienne qui, sans hésiter une seule seconde, a accepté cette idée d'une collecte commune avec les Gilets jaunes. C'est quand même un mouvement populaire. On sait très bien que parmi les Gilets jaunes, il y a des personnes qui sont en difficulté qu'on aide nous au quotidien au Secours populaire. Donc la boucle est bouclée, enfin, il y a un lien, quoi. Cette opération baptisée BA des Gilets jaunes n'en est qu'à son commencement. Des prochains événements avec la Croix-Rouge, la SPA ou encore d'autres associations caritatives sont à l'étude. Une façon aussi de rappeler que le mouvement des Gilets jaunes souhaite s'inscrire dans la durée. Nicolas Xurel, on vient de vous apercevoir dans ce reportage. Quelle a été votre réaction face à cette proposition des Gilets jaunes ? Alors, elle a eu lieu en plus le lundi du week-end du début décembre où il y a eu Champs-Élysées avec l'Arc de Triomphe qui avait pris feu, enfin tout ça. Donc j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Qu'on revienne sur un peu plus sur le social. La cause de ce Gilets jaunes, c'est ça en fait. C'est d'aider les gens en difficulté ou d'essayer de sortir de difficultés. Donc ils viennent vers nous, le Secours populaire entre autres, pour essayer de trouver une solution à faire des choses de solidarité. Là, je trouve ça plus raccord. Parce que c'est vrai que je préfère qu'ils viennent avec nous ou d'autres associations pour aider les personnes en difficulté que de bloquer des fois des magasins où dedans, il y a des personnes, des mamans monoparentales, qui ont déjà un petit salaire et qui vont encore avoir un salaire encore plus petit au mois de décembre, alors que c'est les fêtes, parce qu'ils auraient pu travailler pendant 2-3 jours, c'était bloqué. Donc je trouve ça plus intéressant, c'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite. Ça faisait du bien de voir un peu de positif. C'est peut-être ce qui manque à votre mouvement, Oui, se faire apprécier. Tout à fait, c'est difficile puisque en tant que citoyen, notre marge d'action est plutôt compliquée. Parce que c'est vrai que nous, on souhaite se faire entendre, surtout auprès de notre gouvernement. Donc jusqu'à ce jour, c'est vrai que notre seul moyen a été de bloquer des ronds-points, des magasins, de faire les ouvertures de péage. Donc c'est vrai que je suis tout à fait en accord avec ce que monsieur dit, de pouvoir s'allier effectivement dans un mouvement social qui est le fond du problème et la cause de notre mouvement est très intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir aussi trouver dans ce système-là d'action une façon de se faire entendre. Parce que c'est là notre difficulté, c'est de se faire entendre et comprendre pour qu'on puisse avoir quelque chose de positif du gouvernement sur nos attentes. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à titre personnel, à vous engager dans ce mouvement-là ? Le pouvoir d'achat, principalement. Le pouvoir d'achat qui s'amaigrit d'année en année. Ça, c'est quelque chose de terrible. En tant que maman, en plus d'un enfant en situation de handicap, j'ai dû arrêter de travailler. Donc, il y a un impact qui est très important. Très, très important. Et on est smicard. Donc, forcément, une fois qu'on travaille pour payer. On travaille pour survivre. On ne vit plus. On ne peut même pas se permettre d'offrir un week-end à nos enfants pour une activité. On ne part pas en vacances, ça fait 4 ans. Il y a 4 ans, nous sommes partis en camping municipal, toile de tente, 3 jours. Depuis, on n'a jamais pu offrir des vacances à nos enfants. Jamais. C'est pas possible.
Alors par exemple, pour revenir à Noël, vous disiez que c'est un budget que vous anticipez Tout à fait. longtemps à l'avance. Alors combien est-ce que vous consacrez à vos enfants? Alors, en général, j'essaye de garder une fourchette d'une centaine d'euros par enfant pour essayer de subvenir à leurs désirs. En général, je dépasse quand même cette somme. Et du coup, je fais beaucoup de comparaisons entre les sites internet, les différents magasins sur les jouets qui me sont demandés. Qu'est-ce que vous avez choisi du coup cette année? Alors cette année, nous sommes partis sur des pistolets Nerf, un réveil. Ça a été voilà des choses. Ce sont des choses et puis du foot pour mon plus grand. D'accord. Des achats que vous avez faits sur Internet ou Non, là cette année, autant l'année dernière, ça a été sur Internet, autant cette année, dans la grande distribution, ils ont été assez compétitifs sur leurs promotions, surtout sur le plan de la carte fidélité. D'accord, c'est-à-dire que vous aviez le montant de vos achats de jouets qui était reporté? Non, pas du tout en fait. C'est qu'on gagnait tout simplement en fidélité, en euros sur la carte de fidélité. Et donc du coup, le prix de revient du jouet était plus intéressant que sur Internet. C'est toujours la chasse aux bonnes affaires? Toujours. Le quotidien? Au quotidien. Ok. À quel rythme est-ce que vous avez participé aux Gilets jaunes? Alors jusqu'à maintenant, depuis le 17 novembre, tous les week-ends. En semaine aussi, quand je suis disponible. Maintenant, j'ai dû un petit peu ralentir dans la mesure où il a fallu que je reprenne quand même les choses en main à la maison, hein, notamment auprès de mon enfant. Parce qu'il faut, là aussi c'est difficile. Hein, il faut trouver constamment des solutions pour pouvoir scolariser nos enfants en situation de handicap, notamment le mien qui est autiste. Des prises en charge. Donc là aussi, c'est encore quelque chose de très compliqué qui vient s'allier aussi au mouvement, bien évidemment. On en parle. On parle de toutes ces personnes qui sont en situation de handicap et nos enfants qui sont en situation de handicap, qui sont complètement mis de côté par notre gouvernement. Ça, c'est clair. Donc c'est vrai qu'il a fallu que je reprenne quand même ces choses-là à la maison. Donc maintenant, j'y suis principalement les week-ends. Ça va participer aussi peut-être de la fin du mouvement? Ce besoin de se réimpliquer dans sa famille en cette période de Noël? Il faut quand même. Il faut, parce que c'est vrai qu'on essaye de faire comprendre aux enfants parce qu'ils voient ce qui se passe. Donc on essaye de leur faire comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Mais c'est vrai que le manque de ma présence a un impact. Donc il faut quand même aussi, un peu se retrouver en famille aussi pour se ressourcer. Parce que c'est vrai que c'est quand même fatigant, épuisant, aussi bien physiquement que moralement, de devoir continuellement se battre en tant que gilet jaune pour faire valoir notre droit de pouvoir vivre convenablement de notre travail. Ça, c'est quelque chose de très difficile. Aujourd'hui, comment est-ce que vous décririez votre situation? Vous diriez franchement que vous êtes pauvre? C'est quoi la manière dont vous vous décrivez? Tout à fait. Moi, très honnêtement, on se sent pauvre. Mon mari travaille à temps plein. Mais malgré tout, on se sent pauvre. Parce qu'une fois qu'on a payé toutes nos charges, notre loyer, les assurances véhicules, le budget gasoil, eh bien, on se rend compte que ce qui reste, on voit qu'en magasin, les petits centimes qui nous rajoutent par article, là, c'est pareil, on a une augmentation qui, en fin de mois, devient considérable. Donc, le budget alimentaire commence aussi à peser fortement. Donc, oui. À la fin du mois, il reste jamais grand-chose. C'est très courageux de votre part de venir nous raconter ça ici. J'en profite pour inviter nos téléspectateurs, s'ils le souhaitent, à réagir, aussi à partager avec nous leur situation ou à poser des questions s'ils le souhaitent. Monsieur Xereb, vous l'observez, cette montée des travailleurs pauvres? Ils sont de plus en plus nombreux à vous solliciter? Oui, ça fait partie d'une marge de population qui augmente, nous, d'année en année, hein, avec les seniors et puis les étudiants. C'est dans des parties qui sont de plus en plus nombreux. Donc c'est vrai que quoi faire? Essayer de les aider au quotidien, leur donner confiance aussi, parce que souvent, il y a une perte de confiance à eux-mêmes, même, pour tout, pour la famille, pour les amis, pour tout. Donc, il faut être là pour les soutenir au quotidien. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une société de consommation, création de besoins, etc. Et c'est vrai que de ne pas avoir le dernier téléphone, de ne pas avoir le dernier télé, etc. Et en même temps, des magasins qui font des cartes de paiement plusieurs fois, de facilité, ça, c'est une grosse plaie. C'est une plaie pour ce groupe LR. On a plein de personnes à cause de ça. Parce qu'ils cumulent les cartes des magasins, payent un paiement plusieurs fois, sauf que bon, il faut les payer. Et après, ils sont le couteau sur la gorge, ils ne peuvent plus payer, et c'est là qu'ils finissent après avec interdit bancaire, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui, je pense justement, parmi ce qu'on peut demander, c'est que
vraiment, au niveau de l'État, ça avait failli être fait, mais ça n'a pas été fait. C'est qu'il y a quand même un fichier par rapport aux personnes qui demandent à chaque fois de faire des crédits ou dans les magasins. C'est très facile à faire, monter un crédit ou faire plusieurs fois sans frais. Mais croiser un peu les fichiers pour voir, pour pas mettre ces personnes en difficulté plus déjà où elles sont. Mais elles vivent dans une société aussi qui est faite d'images, de création de besoins. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas non plus leur en vouloir. Mais tout ça cumulé fait qu'à un moment, ils sont encore plus dans la panade. Alors Noël a été trop rouge et pas assez solidaire, Monsieur Lafont, ces dernières années, pour créer justement tous ces besoins-là qui mettent les gens en difficulté. Si vous voulez, le problème de ce qui se passe actuellement, et on comprend bien, je ne suis pas là pour discuter ou critiquer votre besoin, au contraire, je compatis largement à vos problèmes. Le problème, c'est que ce mouvement qui a été naturel, spontané, apolitique, risque d'entraîner derrière vous et avec vous des gens qui normalement n'auraient pas dû y aller. C'est-à-dire que, vous parliez tout à l'heure, vous aviez du mal à finir les fins de mois. Je peux vous dire qu'il y a certains commerçants qui non seulement ne finiront pas le mois, mais vont licencier leur personnel et que vous allez retrouver avec vous dans les mêmes besoins ou chez vous. Vous allez les retrouver avec vous, ces gens-là. Et ça va être... il y a d'ailleurs une cellule de crise qui vient d'être montée à la préfecture. Nous-mêmes, à la Chambre de commerce, on a édité un numéro de téléphone d'urgence. On n'est pas rendu à la fin du mois. On a déjà des téléphones, on a déjà des demandes d'entreprises fragilisées, terrorisées par ce qui va leur arriver, qui ne savent plus quoi faire. Là, 6 jours de Noël, vous diriez qu'il est trop tard, pour ce mois-ci en tout cas? Il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai toujours une paire d'optimistes. Hein. Moi, je ne vais pas pleurer. Il y a toujours une paire d'optimistes. Il n'est jamais trop tard. Mais disons qu'il est grand temps de se mettre en accord avec laisser passer les fêtes et de regarder un peu ce qui va venir après. Moi, c'est la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. On l'a toujours dit, ça. Mais empêcher les commerces de commercer, les entreprises de travailler, les transports de circuler... Ça peut se faire, pourquoi pas, il y en a d'autres qui l'ont fait avant vous, même pendant 15 jours. Mais à ces périodes de l'année, et aussi longtemps que ça, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Donc, on voit quelques images de ce fameux samedi du 8 août. Ça a été un paroxysme là pour la zone de Poitiers-Sud, oui. en termes de perturbation. Puis alors, vous savez, je vais vous dire, comme les télévisions étrangères retracent ça à l'étranger, on a une l'image de la France, qui est déplorable. Donc tous ces gens, tous ces Américains, tous ces Chinois qui devaient venir, ceux qui devaient venir sont venus là parce qu'ils étaient obligés de venir, mais ceux qui ne seront pas obligés de venir, je pense, et je le crois vraiment, que dans l'année qui vient, là, cette année 2019, on va payer très très cher le contenu de cette crise. Je vous en veux pas, hein, c'est pas. Je constate, je pense que vous avez sûrement... Il y a des motivations légitimes. Des motivations, c'est ça. Mais je pense qu'il faut quand même un peu penser à ce qui peut arriver et que ça ne se retourne pas contre vous. On y pense. Bien évidemment qu'on y pense. Hein. C'est vrai que nous, notre problème, c'est l'impact qu'il y a effectivement sur les plus petits commerçants et artisans. Ça, c'est quelque chose, on en a conscience. Donc, c'est vrai que quand on peut nous-mêmes les faire travailler pour nos manifestations, nos lieux de manifestation, je vous dirais qu'on le fait avec plaisir. Après, les gros groupes, bon, c'est encore une autre histoire, malgré qu'il y ait des employés qui peuvent être forcément débauchés. Maintenant, si ça a un impact aussi important, c'est aussi parce qu'il y a les charges sociales sur ces entreprises-là qui sont extrêmement importantes. Si ces commerçants avaient des charges déjà moins lourdes, ils ne seraient peut-être pas dans l'obligation de réfléchir à débaucher le personnel aussi. Oui. Il faut y penser aussi dans ce sens-là. On peut pas tout... Vous avez le sentiment que votre lutte... peut contribuer à sauver les entreprises que vous avez mises en difficulté. Effectivement. Hein, bon, voilà, j'ai dans mon entourage effectivement un artisan donc qui travaille tout seul. Et il n'est pas du tout impacté par les gilets jaunes, lui, en revanche. Mais par contre, il connaît une difficulté qui est extrême, vraiment extrême. Il est à la limite de l'endettement. Il essaye de tenir bon, mais avec tout ce qui lui tombe dessus, que ce soit la taxe professionnelle, la TVA tous les mois, voilà, les charges sociales. Pour le peu qu'il génère en revenus, quand moi je regarde sa feuille d'impôt à la fin de l'année, c'est même pas l'équivalent d'un SMIC, en fait, au final. Mais vous avez
Et je pense que des déjà, commerçants, des mais restaurateurs bien sûr, qui mais travaillent ça pour le c'est sûr. SMIC. Ah mais c'est clair, voire même moins, Ouais, ça oui, c'est oui, sûr. oui, mais je oui, pense oui, que le non, fond du problème, c'est pas réellement par rapport à notre mouvement, c'est que si déjà ils étaient plus confortables par rapport à ces taxes et ces charges sociales, je pense que ça faciliterait aussi leur quotidien. Ça c'est quelque chose qu'il faut quand même y penser, c'est quelque chose qui est important. Les charges et les taxes sur les petites entreprises et les petits commerçants sont beaucoup trop lourdes. Et si celles-ci étaient déjà allégées, je pense qu'il y aurait moins de conséquences. Oui, moins de conséquences sur leur plan financier quand même. Les points de charge sociale pourraient se transformer en salaire, hein, vous savez. Mais bien sûr, mais justement. Ça serait. C'est ça. Mais on demande ça depuis la nuit des temps. Hein, et si vous voulez, on le demande, mais on n'a pas envahi les carrefours pour le demander. Donc c'est ça aussi. Il y a peut-être d'autres moyens d'action. Il y a d'autres moyens d'action, je pense, c'est sûr. Vous êtes peut-être ce carrefour, mais là, il faut dire ce qui est. Il y a eu une avancée qui n'était pas apparemment prévue au budget national. Et apparemment, il va y avoir des gens qui vont être un petit peu augmentés. Bon, à voir comment ça se passait. Mais tant mieux. Donc, au bout du compte, ça veut dire que ça a quand même fait un petit peu d'impact. Ça va être 50%. Parce que depuis des années, on dit qu'il faut augmenter des salaires, mais il ne se passe rien. Tant mieux. Au bout d'un moment, il faut quand même qu'il se passe quelque chose, quoi. Et on va parler un petit peu nourriture avec Monsieur Pressac. Vous êtes chef de la grange aux Oies à Nieul en Charente. Votre formule déjeuner, je regardais tout à l'heure, est à 26 €. Votre menu de fête à 95. C'est un prix inaccessible pour beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut avoir une belle table de fête chez soi pour un prix plus abordable que ça? Oui, bien sûr. On peut avoir une belle table. Et puis, je crois qu'il y a des solutions. Alors, je n'ai pas la solution magique, bien évidemment, mais il y a des solutions pour passer un moment festif quand même. Je crois qu'il faudrait peut-être revenir à des bases. Alors, c'est le cuisinier qui va vous parler, hein, le cuisinier, le chef d'entreprise. Je crois qu'à un moment donné, si justement on veut faire des économies, il faudrait peut-être revenir à cuisiner. Je crois que ça commence par là. C'est-à-dire qu'il faut cuisiner. Je pense qu'il faut aller voir nos commerçants. Je pense qu'il faut aller sur nos marchés. Je pense qu'il faut travailler avec les gens que l'on connaît. Il faut travailler les produits de saison. Je crois qu'il faut... Il y a plein de petites astuces comme ça, quoi. Si on veut se faire plaisir en ce moment sur les marchés, vous trouvez des choses qui sont à des prix tout à fait abordables. Vous pouvez faire, par exemple, une entrée à base de potiron. Un potiron, c'est 4 €. 4 €, vous faites un velouté pour 6 à 8 personnes. Voilà déjà une entrée. On est dans des périodes de fête, alors c'est vrai qu'on va avoir envie d'avoir des choses beaucoup plus festives, mais je crois qu'il ne faut pas non plus partir dans l'idée de manger du caviar, par exemple, à la louche, parce que le caviar, c'est un autre produit, c'est pas forcément notre culture. Donc revenons à des choses plus simples. La cuisine, c'est un lien social. Je crois qu'on peut cuisiner en famille. Je crois qu'on peut partager un moment de détente autour de la cuisine plaisir. Cuisiner, c'est partager, c'est offrir du plaisir aux gens qui sont autour de la table. C'est emmener les enfants sur le marché, leur faire voir qu'on peut faire un très beau dessert avec un ananas. Un ananas, c'est 6 €. On fait un dessert pour 6 personnes avec un seul ananas. Allez voir vos commerçants, allez voir vos artisans. Dites-leur que vous voulez faire une pintade farcie pour les fêtes de fin d'année. Vous verrez, sur le marché, il vous donnera la branche de persil qui ira très bien dans votre farce, quoi. Je crois qu'il y a plein de petites astuces à relier du lien humain, justement, pour peut-être essayer de faire des économies dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on pense au système D pour bricoler des cadeaux, mais pas assez dans sa propre cuisine. Pas assez. Je pense qu'il faut peut-être essayer d'arrêter d'aller acheter un chapon dans une grande surface ou je ne sais pas où, qui n'aura peut-être que le nom, hein, et que vous allez payer 40 € la volaille, et que par exemple, je reviens encore avec une belle volaille fermière que vous trouverez chez votre producteur, qui vous coûtera 15 € et qui pourra faire un très beau dîner avec peut-être des petites astuces, faire une petite farce avec des légumes, avec des champignons. On va peut-être prendre de la pleurote, parce que la pleurote, il n'y a rien à jeter. On ne va pas faire de gaspillage. Réapprendre à cuisiner, à acheter des vraies proportions, ne pas acheter des quantités énormes non plus. Et à Noël, on a tendance à vouloir l'abondance, non. Essayons de plutôt partir sur de la qualité, sur des portions normales. Madame Gentil, qu'est-ce que vous avez prévu? Ça aussi, c'est un budget que vous préparez à l'avance? C'est un budget. Donc là, cette année, c'est encore un pourparler, mais je pense que le côté d'Inde, on va abandonner. Parce que c'est vrai que le coût de la volaille commence à faire trop cher. Si ça prend une bonne partie du budget du repas. Donc justement, c'est là qu'il est intéressant d'aller voir ces producteurs, de discuter avec eux et de leur dire, voilà, je ne peux pas faire une dinde farcie, mais je voudrais bien quand même faire une volaille. Et là, votre éleveur, votre producteur va vous dire, écoutez, prenez un poulet fermier, prenez une belle pintade fermière, et vous verrez, on va cuisiner là comme ça, et peut-être que là, vous allez avoir une belle volaille festive pour les fêtes de fin d'année.
Faites un velouté de potiron, tout simple. Achetez 2 boudins blancs, faites-les juste poêler. Vous les posez sur votre velouté de potiron. Et bien voilà, vous aurez une belle entrée de saison avec un boudin blanc qui vous apportera quand même ce côté festif. Mais vous aurez que 2 boudins blancs plutôt que d'acheter 6 boudins blancs pour tout le monde. Donc c'est des astuces à mettre en place. Je peux rebondir par rapport à ça. Parce que nous, on fait de l'aide alimentaire, distribution alimentaire. On essaie de faire avec des produits, donc c'est des produits de base qu'on distribue. On essaie de faire souvent des projets étudiants qui nous aident à faire ça. Les produits qu'ils ont, leur distribution alimentaire, cuisiner et faire des produits évolués, au lieu d'acheter des plats préparés souvent sucrés, salés, etc. Avec les produits de base qu'on leur fournit, et bien, eux, ils vont pouvoir cuisiner, être fiers d'avoir produit quelque chose Exactement. pour leurs enfants et pour eux, et en plus équilibré et bon pour eux, quoi. C'est ça qui est très, très intéressant. Donc, ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut cuisiner. N'hésitez pas à cuisiner avec vos enfants, avec vos conjoints. C'est un moment de plaisir, c'est un moment de partage. Et puis, tout le monde sera content d'avoir participé et autour de la table de pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait, justement, et comment t'as fait. Voilà, ça, c'est très, très intéressant. Avec des produits de base, on a le droit à avoir des huîtres pour Noël. Hein. On a le droit d'avoir des huîtres pour Noël. On en a envie, c'est normal. Mais peut-être qu'on peut prendre 2 huîtres à l'apéritif plutôt que d'en avoir 6, 8 sur la table. Peut-être qu'on peut partir sur une idée de prendre un avocat, de se faire juste un petit guacamole avec une crevette dedans. Ça vous fait plein de petites choses à grignoter, mais que vous avez fait vous-même sans avoir des tonnes et des tonnes de nourriture qui viennent de je sais pas où. L'important, c'est le partage et la chaleur humaine autour de la table, dont sont parfois exclues les personnes âgées isolées. Pour elles, les associations organisent des repas de fête. C'était le cas l'an dernier au Gironde. Grâce aux Petits Frères des Pauvres, une 50aine de personnes âgées ont pu se régaler en bonne compagnie. Amy MacArthur et Christophe Brosseau. Un repas de fête, mais surtout un moment de partage. Avec leur repas de Noël annuel, les Petits Frères des Pauvres veulent briser le quotidien des personnes âgées isolées. Un geste très apprécié par ces derniers. C'est rare des gens qui se privent de Noël en famille pour venir nous servir, venir nous faire danser, nous faire un rayon de soleil. Voyez. Et après, malheureusement, c'est quand moi je repars. Ah oui, un très bon moment, très convivial, très... Il n'y a pas de mots. Je peux dire que sans eux, ça serait, veuillez m'excuser, une grosse solitude. C'est le seul foie gras que je vais manger cette année. Un menu gastronomique. Pour le servir, tout le monde y met du sien. On va faire une pro là. Non, allez, toi. Même les invités. C'est bon, allez-y. Ça me suffit pas, moi. On est plusieurs. Faut pas les prendre, mais vous allez revenir. Allez, au suivant là. Allez, hop, c'est parti. Allez. Les animations, quant à elles, sont assurées par Josette. Je suis au Petit Frère des Pauvres. J'essaie d'apporter de la joie, soit par l'accordéon et la chanson. L'occasion de danser, mais aussi de discuter. Bon, moi, j'ai de la famille, mais il y en a qui n'en ont pas. Alors, c'est un petit peu normal de donner un peu de notre temps pour aider, ou du moins rendre le sourire. Et peut-être que parfois, le sourire, c'est le meilleur des cadeaux. Madame Gentil, autour des cabanes des Gilets jaunes, il y avait cette ambiance-là de convivialité. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs quelque chose que nous avons constaté, c'est que ces dernières années, tout le monde s'est renfermé entre tout ce qui est réseaux sociaux, Internet. On a perdu un petit peu ce mode de communication. Et là, on retrouve en fait justement par le biais des Gilets jaunes, donc autour des cabanes, des ronds-points, que tout le monde reparle ensemble, sont souriants, Voilà, mine de rien, c'est vrai que cet esprit de communication revient. Et ça, c'est par contre quelque chose qui est positif dans le mouvement. Ça contribue à sa durée, à sa difficile fin, on va dire. Je ne sais pas si ça contribue. Je pense que oui, ça doit aider à sa contribution, puisque là, la communication est directe. Puis je pense que ça fait du bien aux gens de voir surtout qu'ils ne sont pas seuls. Ils se sentent moins seuls, en fait, dans leurs problèmes. Parce que c'est vrai que moi, sur tous les lieux où j'ai pu aller, j'entends toujours la même chose. C'est les mêmes problèmes financiers, les mêmes problèmes... voilà, c'est toujours... Il y a des associations caritatives qui existent, elles sont nombreuses. C'est vrai. Il y en a qui bénéficient de ces aides-là. Mais c'est vrai que pour beaucoup, ce n'est pas le cas. Pour 2 raisons. Alors, il y en a, c'est par peur, par fierté. Donc, ils ne vont pas forcément oser aller vers ces associations. Que pourtant, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on est une grande majorité de la population à devoir y aller.
Et puis, il y a ceux aussi où, parce que c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de choses dans ces associations qui se font en fonction des revenus, notamment les aides alimentaires, les choses comme ça. Et c'est vrai que certaines situations, notamment chez les smicards, on est légèrement au-dessus pour pouvoir en bénéficier. Et on n'a pas assez d'argent pour se dire on ira quand même jusqu'au bout de notre mois. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a aussi cette population-là qui... c'est la population, je dirais, une des majorités de la population la plus présente sur les barrages, les ronds-points. C'est cette population qui est entre les deux, qui gagne pas assez pour finir les fins de mois correctement et faire un petit plaisir à soi-même ou aux enfants, et en même temps qui touche légèrement de trop pour être aidé un petit peu. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Vous assouplissez vos critères alors nous, on n'est compliqué. pas une fonction publique, hein. C'est une association privée, on a nos critères, on s'ajuste par rapport à la réalité. Chaque personne, on les rencontre, on discute avec eux, donc c'est vraiment au cas par cas. Et ça, on s'est rendu compte par rapport aux personnes seules. On a bien modifié nos barèmes depuis plusieurs années parce qu'on se rendait compte que les personnes seules, souvent, étaient exclues du système, alors qu'il y avait des gros problèmes au quotidien. Nous, on fait sur le reste à vivre. C'est-à-dire, on calcule toutes leurs dépenses et puis leurs charges, etc. Et le reste à vivre par jour et par personne. Et souvent, on s'est rendu compte que les personnes seules, une personne seule, chez elle, l'ampoule, la télé, le frigo, ils sont pareils, que ce soit 1 ou 3 ou 6. Donc, c'est plus lourd pour une personne seule. Donc, on a un peu adapté par rapport à cette population. Et pour rebondir aux personnes qui n'osent pas venir chez nous, effectivement, nous avons des populations comme les seniors qui n'osent pas venir franchir la porte de Secours Populaire. Ils ont travaillé toute leur vie, ils ont une petite retraite, ou ils étaient avec un mari qui travaillait avec leur mari justement, qui est agriculteur ou commerçant, mais ils n'étaient pas déclarés. Donc au bout du compte, ils arrivent, ils n'ont plus rien, et ils n'osent pas venir passer la porte. Donc comme on leur dit, on est là pour eux, mais c'est plus compliqué à les faire venir vers nous, parce que l'idée c'est vraiment qu'on connaît des personnes vraiment en difficulté, quoi. Ça touche leur dignité, ça c'est clair. On parle beaucoup de convivialité, on en parle dans notre reportage, on l'entend beaucoup autour de cette table, mais cette convivialité, c'est vraiment la convivialité qu'on a à la française autour du repas, autour de cette culture qu'on a de la gastronomie. Et cette convivialité, on peut la retrouver aussi, alors on dit qu'on la retrouve avec les gilets jaunes, qu'on la retrouve sur les ronds-points, mais allez chez vos artisans, allez chez vos producteurs, allez sur vos marchés, cette convivialité, vous trouverez une générosité. Vous verrez qu'il y a des producteurs qui sont là, qui feront plaisir à vous donner quelque chose, à faire un geste. Faites une salade d'endives, vous verrez, on vous donnera l'échalote qui va avec. Enfin, c'est très important. On a besoin de cette convivialité, on l'a perdu. C'est ce qui s'est perdu. Voilà, c'est ce qui s'est perdu. Mais je pense qu'on peut la retrouver chez nos artisans. La grande distribution nous a perdu, les réseaux sociaux nous a perdu complètement par rapport à ça. C'est surtout les réseaux sociaux. Bien sûr. Donc, allez chez les artisans, on trouvera cette convivialité. J'ai un exemple concret qu'on est en train de faire, qu'on va faire maintenant chaque année. Nous aidons une trentaine de nationalités, donc différentes cultures, et on va créer ce mois de janvier, ça sera mi-janvier. Les populations qu'on aide, de différents horizons, vont faire des recettes de leur pays, sucré, salé, etc. Tout à fait. On va faire ça dans une salle, à Saint-Éloi, à Sèvres, Saint-Éloi, une soirée, 18h jusqu'au soir, avec une partie musicale, donc musique russe, musique arménienne, etc., différentes nationalités, et en même temps des repas du Maghreb, d'Arménie et autres. Et les gens pourront goûter chacun leur culture, c'est ouvert à tous, donc tout le monde pourra venir. Et voilà, donc on fait sur un très beau terrain d'insertion, et ça permet aux gens de se rencontrer autour de la convivialité, autour de la table, et je suis sûr que ça peut être que très porteur. Il y a beaucoup de tabous autour de la table, comme vous parliez. Pour certaines personnes, le restaurant, c'est quelque chose d'inaccessible. C'est un rendez-vous d'exception. En termes de budget, on ne peut pas se permettre. Ça reste une réalité économique. Ça reste bien sûr une réalité. Et c'est vrai qu'on ne peut pas aller tous les jours au restaurant. Donc peut-être choisir un restaurant... je ne vais pas dire venez chez moi, vous allez manger le midi pour 26 €. Je ne suis pas là pour faire ma publicité. Mais peut-être plutôt que d'aller emmener les enfants au McDo ou n'importe quoi, peut-être que, je ne sais pas, il faudrait peut-être mieux aller chez les petits restaurateurs une fois de temps en temps. Pas une fois par mois, mais une fois de temps en temps, pour apprendre l'apprentissage du goût des nourritures, des produits. Peut-être qu'on ne peut pas consommer à outrance, mais peut-être mieux et moins. Comment vous faites chez vous, Madame Gentil ? Alors, nous, tout ce qui est restaurant, c'est fini depuis bien longtemps. Même un simple routier à 12 € le menu, c'est pas possible.
C'est pas possible parce qu'on se dit qu'avec 12 €, on va pouvoir pousser un peu davantage dans le mois. Oui, c'est ça. Voilà, c'est là le problème au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on se dit, bon allez, ça serait bien qu'un jour on puisse effectivement se faire ça ou ça. Ça, c'est des choses que même moi je me dis, tiens, ce serait bien qu'on puisse emmener les enfants à tel endroit ou tel endroit. C'est pas que ça va être forcément cher en soi si on prend par là pour la chose qu'on veut faire. Oui, non, le problème, il est ailleurs. Voilà, le problème, c'est que à chaque fois, au moment venu, on se dit, bon, ça passera pas dans le budget, on va se mettre dans le rouge, et puis le mois prochain, il y a ça qui arrive, ne serait-ce que l'entretien de la voiture ou la facture de régularisation de l'électricité. Donc on se dit, bon, le problème, il est là, c'est que le budget, aujourd'hui, ne nous accorde même pas de se dire... Ce loisir-là. Voilà, c'est ça, de pouvoir se permettre de le faire. On en a tous très envie, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que les budgets sont tellement serrés que du coup, on ne le fait pas. Et en termes de cuisine, où sont vos habitudes? Elles sont au supermarché ou est-ce que vous retrouvez justement un côté intéressant économiquement à acheter et cuisiner? Alors, je suis plus c'est vrai que sur le supermarché. C'est vrai que moi, j'ai grandi, j'ai connu que ça, en fait, au final. Voilà, c'est ça. Après, c'est une culture, une éducation. Malheureusement, voilà, ça a été surtout l'évolution de la consommation. Donc, dès les années 80, on a tous été attirés dans ce système-là. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai connu principalement ce système-là. Donc, je vais principalement aller sur les supermarchés, comparer mes promotions. Et en général, j'achète tout le temps la même chose. C'est plus sur le hard discount, du discount? Parce que maintenant, on a discount, on a des stockers aussi. Alors, donc des magasins je ne suis pas sur le hard discount parce qu'en fait, c'est pareil. Durant ces dernières années, j'ai constaté une évolution sur les prix. En fait, en réalité, quand on compare les promotions de magasins toutes les semaines sur les produits qu'on a tendance à acheter au quotidien, sans penser à prendre les superflus, bien évidemment, qu'on n'achète pas. Vraiment sur les produits du quotidien. Et quand on voit donc les prix au kilo dans le hard discount, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont plus forcément les moins chers. Oui, voilà. Donc ça, c'est bien d'observer ça quand même. Oui. Ça fait quelques années que moi, j'ai observé ça parce que c'est vrai qu'avant, quand j'avais qu'un seul enfant, j'allais chez Lidl. Je me basais que mon ticket de caisse devait être à moins d'1 € par article. Donc, je comptais mon ticket de caisse, le nombre d'articles et la somme totale. Au jour d'aujourd'hui, c'est absolument plus possible de faire ça, de calculer comme ça. Et c'est vrai que c'est comme ça que je me suis aperçu des augmentations. Voilà. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je scrute le moindre article au kilo, au litre. Ah oui, c'est sûr. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut faire attention, justement, au prix de la matière, évidemment. Il faut faire attention à acheter en quantité raisonnable aussi. Je crois que c'est très, très important. C'est-à-dire que si vous voulez faire un velouté de potiron, faut pas en acheter deux, quoi. Un, ça suffit. Si vous voulez faire une volaille pour 6, ça suffit. Et puis un dessert, on peut faire des desserts. Moi, je vais vous proposer un dessert à base d'ananas avec du chocolat, parce que c'est vrai que on a envie aussi quand même de gourmandise, de choses comme ça. Du chocolat, une ganache. Alors c'est un mot peut-être très professionnel, mais c'est 100 grammes de crème et 100 grammes de chocolat, et vous pouvez faire un dessert pour 8 personnes associé avec de l'ananas, quoi. Donc, quand on réfléchit bien et que l'on cuisine, on peut arriver à trouver des solutions, quoi. Monsieur Lafont, ces préoccupations-là de compter au centime près, vous êtes sensible, vous les comprenez? Oui. Oui, de quelle manière on peut y répondre? On ne peut pas ne pas comprendre cette dame, c'est pas possible. Ou alors, mais quand vous me dites que vous êtes encore avec une éducation grande surface, libérez-vous de ça. Mais bien sûr, j'y pense. Libérez-vous de ça. Parle. Surtout, arrêtez le conditionnement par 4 ou par 5 sous vide. Allez vraiment, comme le dit le chef, au marché. Allez vraiment, vous allez gagner. Mais vous allez gagner une somme considérable. Et vous allez retrouver la convivialité, ça j'en suis sûr. Mais là, vous allez gagner une somme considérable. Et puis vous mangerez mieux. Vous mangerez sain. Plus sainement. Oui, bien sûr, parce que ça aussi, c'est pareil. Ça fait partie de nos préoccupations. Si vous voulez, nos grands-mères qui faisaient la cuisine dans la cheminée, parce qu'il n'y avait même pas... Si vous voulez, et en plus de ça, ce qu'il y a maintenant, vous comprenez, c'est qu'il y a une offre marchande énorme qui a débordé. Quand vous regardez une restauration, vous avez du jambon, mais vous en avez sur 20 mètres du jambon. Autrefois, vous allez chez votre charcutier, il en avait un qu'il avait fabriqué le matin, et au coup des tranches, il l'avait fabriqué. Il n'y avait pas besoin il vous en affichait pas 20. Il était jambon. Voilà. Et d'ailleurs, c'était quand même du jambon, parce qu'il faut savoir que souvent de fois, on vend du jambon, c'est de l'épaule, c'est pas du jambon, c'est du reconstitué. Donc, votre charcutier va vous vendre du jambon, je vous promets qu'il ne sera pas plus cher que ce que vous avez. Il sera meilleur. Alors, pour revenir à... C'est l'offre est trop abondante. Pléthorique et illisible, du coup. Ah oui. Et illisible. Mais je crois que c'est aussi notre rôle de cuisinier de faire passer des messages. Moi, j'interviens dans les écoles. Là, je vais faire un déjeuner de Noël dans une école primaire.
je crois que c'est à nous justement de faire passer des messages en tant que cuisinier, de faire découvrir des saveurs, de faire découvrir des produits que les enfants ne connaissent peut-être pas forcément, parce qu'il y a eu cette culture qu'on connaît tous, hein, évidemment. Hein. Il y a eu cette culture de la grande surface. Du tout fait. Du tout prêt. Donc moi, je vais faire, par exemple, là, pour les enfants, on va faire des crèmes de pleurote, on va faire un riz au lait à la mangue, on va travailler des produits de saison, mais vraiment des choses que l'on va cuisiner. Et une éducation du goût, je crois qu'on a vraiment un rôle important à jouer là-dessus. Et vous, derrière l'écran, Monsieur Lafont, j'en profite juste pour glisser une petite adresse à nos téléspectateurs. Si vous avez une astuce pour Noël, pour cuisiner à petit prix, une bonne idée, une belle recette, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous la souffler sur nos réseaux sociaux avec le hashtag Noah pour Twitter et bien sûr nos pages Facebook. Monsieur Xérette. Je voulais juste vous dire, par exemple, les steaks hachés. Vous avez des enfants. Je les fais moi-même. Très bien. Vous faites avec du muscle. Hein, vous avez 100% muscle. Quand vous achetez un steak haché qui est prêt à l'avance, vous avez au minimum 15% de gras dedans, quand c'est pas plus. On Donc sait même pas réellement ce qu'on a dedans. Vous voyez bien, vous commencez déjà à mettre le doigt dans ce qu'il faut bien, bien sûr, apprendre. Mais je fais ma charcuterie moi-même, de toute façon, parce qu'on sait qu'on mange mieux. Et au niveau coût, quand on prend, malheureusement encore un coup dans la grande surface, le bœuf au prix promotionnel, là tout de suite on s'y retrouve, hein, financièrement parlant, c'est clair. Et on sait ce qu'on mange, on sait qu'il n'y a pas de conservateurs, on sait que c'est de la vraie viande et pas des déchets, du gras, de tout ce qu'on peut trouver dans le tout fait. Pareil pour les saucisses, c'est clair. Les pâtés, les terrines, tout ce qui est... Revenir au bon sens aussi, en fait. Bien sûr, mais on y revient et on le demande, en fait. Tout le monde en a conscience, en fait, au final. Parce que quand on voit déjà en premier temps tout ce qu'il y a pu avoir sur les fabrications, la salmonellose, tout ce qu'on peut... rien que déjà, ça, on se dit, qu'est-ce qu'on mange? Tout ce qui est additif, les quelque chose, on n'y comprend rien derrière ces boîtes. Franchement, très honnêtement, quand on commence à regarder sur Internet, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Mon mari, il était en train de trier, me dit, mais donne plus de bonbons aux enfants. Mais je lui dis, en même temps, c'est vrai que je peux pas trop les priver non plus, c'est difficile. Donc c'est vrai qu'on repense, on se dit, mais qu'est-ce que ça serait bien? Et c'est là que j'en reviens aussi pour les artisans et les commerçants, de revenir en fait à des activités sur le plan local, sur chaque territoire en fait. Parce que c'est vrai qu'on pourrait retrouver, comme à l'époque de votre grand-mère sûrement, peut-être de la mienne aussi. Une économie de village finalement. Tout à fait, parce qu'ils avaient leurs bêtes, ils avaient leur jardin, et en fait ils vivaient bien mieux que nous. Et même sur la santé, il y a une répercussion qui est considérable. Et on avait un vrai goût, on avait des choses gustatives. On avait de la vraie nourriture, de l'alimentation. Il y a encore des artisans capables de vous faire manger avec bien sûr, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui... Je ne l'espère pas, moi, vous savez. C'est vrai que j'en connais, si vous voulez vous donner la grande surface, au jour d'aujourd'hui, est une facilité parce qu'on court entre enfants, travail, courses... le quotidien, donc c'est vrai que on se pose pas la question, c'est on va au supermarché, on fait le plein de courses, les bouches, la viande, c'est la solution de facilité. Vous habitez un pays que je connais bien parce que j'y ai passé mon enfance à Livourne. Je peux vous dire qu'à Livourne, vous allez trouver toutes les personnes capables de vous nourrir avec des produits sains. Et vous avez à côté de chez vous, vous avez sûrement des agriculteurs qui sont capables de vous fournir. C'est ça, mais le problème c'est que c'est pas assez connu tout ça. C'est que la population d'aujourd'hui ne connaît pas l'agriculteur du coin, ne va pas connaître. C'est facile. Si vous saviez comme c'est facile. Mais la communication est tellement affaiblie que pour le coup... Si on arrête de se figer la tête... peuvent avoir cette vertu-là, d'avoir rétabli une forme de communication locale. Je pense que ça peut avoir une aide, on peut apporter effectivement une aide au niveau de la communication pour retrouver justement... mais même, on parlait, pendant un temps, c'était en vogue, les circuits courts. Là, on en parle beaucoup moins, mais moi, c'est quelque chose que je pense depuis déjà des années. Je manque de temps pour le mettre en place, parce qu'il faut prendre contact, effectivement, avec les artisans et les agriculteurs du coin pour pouvoir mettre en place, parce que les gens, maintenant, font leurs courses sur Internet. Donc, on peut refaire ce système-là. Avec... je pense qu'il faut le voir différemment. Je pense que justement, le problème... On peut amener les gens, en tout cas, par ce biais-là, pour leur faire connaître qu'effectivement, nous avons, sur le plan local, un boucher, on peut avoir... des tas de... Oui, mais je crois qu'il faut le voir différemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
il faut aller faire les courses, il faut que ce soit une sortie. C'est-à-dire qu'on va avec les enfants, on va chez le maraîcher. Il y a des maraîchers qui proposent des choses maintenant, où on peut ramasser ses légumes, on peut ramasser les fruits. Autour de Poitiers, vous avez partout. Voilà. Et je crois que ça peut être une sortie avec les enfants en famille. C'est un changement de société plutôt, complet. Ça peut être. Il y a le sport, mais il y a aussi des activités comme ça, qui sont des activités ludiques, où on va. Les enfants peut-être ramasser leurs carottes. Pour l'instant, la sortie, c'est le supermarché avec ses Alors, ateliers jeux, etc. C'est quelque chose. C'est vrai qu'effectivement, par rapport au Secours populaire, par exemple, nous, on est à la fin de la chaîne, anti-gaspillage, on fait le ramasse des produits qui peuvent encore servir, ça c'est bien. Mais hors alimentaire, on peut aller plus loin. C'est-à-dire tout ce qui est vêtements. Nous, on a un vestiaire de notre association, ça veut dire que deuxième vie de produits comme les vêtements. Actuellement, c'est d'actualité, les jouets, seconde vie aux jouets. Donc tout ce qui est bourse jouets, c'est double impact. Économie, ils sont moins chers. Donc les personnes peuvent acheter plus de jouets pour leurs enfants, par exemple. Donc c'est moins cher. Et en plus, il faut une bonne action. L'argent est reversé de la solidarité pour aider les personnes en difficulté. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Et justement, on a un reportage là-dessus, tourné par nos camarades en Corrèze, du côté de Brive, Thierry Giraud et Guillaume Souda. C'est presque la caverne d'Ali Baba. Des jouets d'occasion de toutes sortes entreposés au Secours populaire. Leur provenance, des dons d'entreprises, d'établissements scolaires, de particuliers et le fruit des collectes. Le mode de fonctionnement de l'association est simple. Ces occasions sont vendues à bas prix et l'argent récolté a permis l'achat de jouets neufs. On fait un arbre de Noël et à cet arbre de Noël, on va offrir un jouet neuf à chaque enfant de 0 à 8 ans. On s'arrête à 8 ans parce qu'après c'est beaucoup trop, on a beaucoup d'enfants. Donc voilà, ça représente quand même déjà de 0 à 8 ans, ça fait à peu près 600 enfants. Donc c'est un sacré budget. La vente des jouets d'occasion se poursuit, ce qui permettra d'acquérir du neuf pour l'année prochaine. Autre possibilité pour celui qui ne peut ou ne veut acheter des cadeaux au prix fort, les commerces d'achat-vente proposent des prix plus abordables et la période de Noël est la plus importante de l'année en termes de chiffres. Quand on n'a pas trop les moyens d'acheter du neuf, on trouve pas mal d'occasions ici, quoi. Et vous allez faire des cadeaux de Noël ici? Oui, je vais sûrement acheter un téléphone à ma femme, qu'elle voulait depuis un petit moment. Bon, il n'est pas très cher, donc je vais pouvoir lui acheter le téléphone qu'elle veut, quoi. On teste tous les produits sans exception, on pose une garantie derrière, on fait attention à l'état, c'est tout à fait normal, on est acheteur, vendeur, on est aussi client, on se met à leur place, on se dit voilà, acheter l'occasion, c'est pas facile, on est réticent à ça, et donc effectivement après voilà, on fait le maximum pour rassurer le client. Ici, il y a ceux qui achètent pour offrir, mais pas que. Après Noël, ce sont ceux qui n'aiment pas leur cadeau et viennent le vendre, plus avantageux que de le laisser au fond du placard. Monsieur Xérel, vous avez ce système-là, vous aussi, pour financer la distribution de jouets de Noël que vous avez fait tout à l'heure, en mairie de Poitiers. En fait, oui, on fait une grosse collecte. Comme expliquait notre ami de Corrèze, on donne les jouets neufs aux enfants, de 0 à 10 ans. Et ensuite, l'occasion, on fait des bourses jouets et l'argent est récupéré. Mais il sert à quoi? Il sert à payer une sortie. Il sert à payer pour Noël, par exemple, Futuroscope samedi, pour 1024 personnes, vous voyez. On fait aussi donc des goûters, d'autres cadeaux. Enfin voilà, donc ça vraiment, donc ça revient dans le système de solidarité. Donc tout le monde est gagnant en fait, parce que les personnes qui n'utilisent plus leurs jouets, eux ils s'en débarrassent entre guillemets. Il y a une seconde vie avec un autre enfant et plus de jouets pour les personnes en difficulté, etc. Donc c'est vraiment quelque chose un cercle assez vertueux, je trouve. L'occasion, c'est quelque chose auquel vous recourez? Oui, c'est la première chose même laquelle je fais, c'est-à-dire que en fonction de ce que j'ai besoin pour mes enfants, que ce soit en vêtements, que ce soit pour les jouets de Noël, des choses comme ça. En premier lieu, je vais voir ce qu'il y a sur les sites d'occasion. Puisque maintenant, c'est vrai que sur Facebook, tout le monde vend, ça c'est clair. Personne ne peut négliger de ne pas vendre. Et c'est vrai que si je trouve très bien, par contre, si je ne trouve pas, voilà. Là, on est obligé d'après de faire les comparaisons dans le neuf. C'est ça, c'est... Ce système de troc, il vous fait du tort commercialement? Non. Vous vous y adaptez? Non, on s'adapte. Oui, non, mais il y a plus grave. Non, il faut que tout le monde puisse trouver son compte. Et je dis toujours que le trop cher, le moins cher est toujours trop cher, si vous voulez, quand on achète quelque chose. Donc, quand on achète des choses comme ça d'occasion de qualité, parce que je suppose que quand vous vendez quelque chose, c'est des choses de qualité. Oui, on trie, on teste, bien sûr. Parce que j'ai aussi, moi, dans ma carrière, donné des choses comme ça pour des enfants. Bon, à chaque fois qu'on a pu donner avec l'entreprise, on a donné des jouets de qualité. On n'a jamais été chercher des choses qui étaient un peu cassées, rien du tout. Donc, non. Ce genre de troc, là, si vous voulez, je trouve ça parfaitement normal. Et si ça peut contribuer
à améliorer le sens de vie et la vie de ceux qui ne peuvent pas. Mais en fait, bon sang, bonsoir. Le vrai bonheur. Qu'est-ce que c'est que le vrai? Parce que c'est ça qu'il faut aller chercher, le vrai bonheur. Puisque là, en ce moment, là, on parle d'acheter. Mais est-ce qu'on ne peut pas se faire plaisir à manger quelque chose de simple et pas cher? Bien évidemment. Est-ce qu'on ne peut pas se faire plaisir à acheter un petit jouet, mais qui n'est pas cher, mais qui va faire plaisir aux enfants? Le bonheur, c'est se croquer une pomme, c'est se faire plaisir à un certain moment. C'est le partage. Il y a Je le crois partage. qu'il faut Il y a partager, une pléthore d'achats. Il n'y a jamais eu autant de choix. C'est quelque chose Ça nous ruine. Même le ça nous créatif. ruine. Ça. Oui, c'est comme la cuisine ou Franchement, ça nous jouer le ruine. créatif, créer son propre. Vous savez, moi, j'ai flippé devant une petite voiture miniature quand j'étais petit comme ça. J'avais sûrement 4-5 ans. J'ai encore dans ma tête d'avoir flippé de ce... Parce qu'on se contentait d'une petite voiture miniature, parce qu'il n'y avait rien d'autre, si vous voulez, après la guerre. Il n'y avait rien d'autre. Donc on se contentait de ça. Et pourquoi maintenant, d'un seul coup, il faudrait des tonnes et des tonnes et des tonnes? Parce qu'on nous a conditionnés aussi comme ça. On nous conditionne au quotidien comme ça. Dans une société de consommation il sera peut-être temps de revoir un peu tout ça. Mais ça, c'est quelque chose de général sur la société, que ce soit aussi bien la communication que le changement. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Oui, bien, actuellement, la société est un peu morose, et pourtant, on n'a jamais autant de choix de produits qu'on peut acheter. Alors que vous dites avant qu'il n'y avait qu'une voiture, aujourd'hui on a 3 rayons de jouets. Donc, et ça veut dire qu'on est plus heureux, que les gens sont plus heureux. Les enfants, vous les mettez dans un magasin pour leur trouver un jouet, ils vont passer 15 jours à chercher quelque chose qu'ils ne vont même pas jouer avec. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'ils sont blasés de tout, ils veulent tout, ils auront tout, enfin, dans la mesure des possibilités des parents, mais c'est catastrophique ça. Ça, moi je trouve ça catastrophique. Vous voyez, donc je suis pas... Vous plaidez presque contre votre paroisse, dites-vous. Non, si vous voulez, je presse pour une consommation mieux raisonnée. Voilà, mieux raisonnée. Un conseil alors, le conseil du commerçant. Oui, le conseil du commerçant, c'est mieux raisonner son achat. Je pense que de toute façon, tout le monde sera gagnant. Tout le monde sera gagnant. Alors, pour revenir au mouvement des Gilets jaunes, il semblerait qu'il ait boosté les ventes en ligne. Ça fait pas trop votre affaire. Il n'y a pas de chiffre précis là-dessus pour l'instant, mais des indices avec un pourcentage de croissance supplémentaire pour les expéditeurs de colis. Et donc, là-dessus... Alors là, je suis complètement contre. Vous pensez bien. Là franchement, aller acheter sur des entreprises qui ne payent pas d'impôts en France ou qui s'exonèrent de tout ce qu'ils peuvent s'exonérer quand même, je trouve ça... Alors, c'est un désastre complet. Alors, je pense qu'on ne peut pas y échapper. Il faut vivre avec son temps. Hein. Mais quitte à acheter tout sur Amazon ou autre, j'en pense, je ne sais même pas, moi, où le trouver. Moi, vous voyez, comme je suis, enfin, j'ai un certain âge aussi. Mais c'est une catastrophe. Enfin, écoutez, les réseaux sociaux... Alors, on parle de convivialité. J'étais l'autre jour au restaurant, il y avait 4 jeunes filles qui étaient à table. Elles étaient à table dans un restaurant. Elles n'ont pas quitté leur écran toutes les 4 de la journée. C'est un manque de convivialité, c'est une catastrophe monumentale ce truc-là. Oui, c'est un cercle vicieux aussi parce que les personnes vont aller sur des sites internet moins chers parce qu'ils n'ont pas beaucoup les moyens, donc ils vont faire moins cher. Comme ils vont acheter un plat cuisiné préparé, soi-disant moins cher sur un discount, mais qui est plus sucré, plus salé, donc qui est encore pas bon pour la santé, c'est-à-dire que c'est encore le porc entre guillemets qui va être encore plus, qui va acheter quelque chose qui est pas bon pour la santé. Derrière la santé, vous voyez, c'est un cercle qui... Je crois aussi qu'on veut toujours faire mieux que le voisin a fait. En plus, ça, il y a cette mentalité-là chez nous en France. C'est ça, on regarde toujours à côté. On regarde toujours à côté. Ah bah lui, il a acheté ça, nous, on ne l'a pas acheté. Voilà. Non. Là, franchement, la consommation devra être raisonnée dans les années qui arrivent, si on veut arriver. Il faut qu'on se raisonne soi-même sur la population, parce que sinon, si on part par là, c'est pas les géants qui vont nous raisonner, ou bien au contraire. Plus on achète et puis plus ils sont heureux. 3 gratuits, 3 achetés, 3 gratuits, mettre 4 gratuits quand t'achètes. Vous voyez, au bout d'un moment, c'est la consommation. Alors là, il y a un truc qui me sidère. Moi, il ne s'est jamais monté autant de boulangeries sur Poitiers et tout ça. Quand je vois, vous achetez faut acheter déjà 3 baguettes et on vous en donne une 4e ou une 5e gratuite. Alors quel intérêt d'acheter 3 baguettes? 3 baguettes. Alors il faut être 15 à table, je ne sais pas, mais quel intérêt d'acheter 3 baguettes? Et encore. Alors ça, les mettre au congélateur. Ça, c'est la consommation déraisonnée. Mais ça, c'est de l'incitation à la consommation. C'est de l'incitation à la consommation. Et c'est pour tout pareil. Parce qu'il y a de la gratuité au bout et qu'on a l'impression de gagner de l'argent ou quelque chose comme ça. Mais c'est un tort, c'est un leurre. Alors l'ambiance mercantile, elle a souffert de ce mouvement des Gilets jaunes, mais la solidarité y a gagné. Peut-être, c'est en tout cas ce qu'ont pu constater à Bordeaux Élise Galland et Didier Bonnet. Regardez. On n'a jamais de trucs pour les bébés, des jeux d'éveil. Oui. Au marché de Noël de Bordeaux, la collecte de jouets au profit du secours populaire est une tradition.
Pour ces fêtes, plus de 1000 jouets ont déjà été déposés. On se rend compte qu'il y a une énorme solidarité ici à Bordeaux. Les gens nous ramènent des poches entières remplies de jouets. Il y a vraiment de tout, toute catégorie de personnes. Ça fait déjà une semaine qu'on fait ça, jusqu'à fin décembre. Là, on les amène à la Fédé, ensuite on va les trier et ensuite on va les expédier aux antennes pour qu'ils soient redistribués auprès des enfants. C'est ici, dans le quartier Paludate de Bordeaux, à l'étage de l'entrepôt de la Fédération du Secours Populaire, que le tri s'effectue. Par jeu, par âge, mais surtout par catégorie, d'un côté les neufs et de l'autre l'occasion. Ceux-là, on les met en vente dans des braderies solidaires, des braderies de jeux. Donc le but, c'est de permettre aussi à des familles de faire des cadeaux de Noël pas chers sur les braderies. Et l'argent qu'on collecte nous sert aussi à compléter les jeux quand on n'a pas suffisamment de jouets neufs. Des jouets neufs exclusivement qui seront offerts aux enfants des familles suivies par l'association. En fonction de ses besoins, chaque antenne sur le territoire reçoit ses cadeaux de Noël comme ici à Blaye. Mais avant la distribution, autour de la table, les autres associations locales rejoignent le Secours populaire pour croiser leur liste de bénéficiaires. On ne veut pas qu'il y en ait un qui ait 3 jouets et l'autre qui n'en ait pas, parce que voilà, on préfère avoir la chance que tout le monde ait cette... je dirais cette égalité et ce plaisir commun. Un partage solidaire pour qu'à ce Noël, personne ne soit oublié. Monsieur Zereb, qu'est-ce que vous aimeriez garder de ce mois de novembre et de décembre un peu particulier des Gilets jaunes? Qu'est-ce qu'il y a à garder de positif? Eh bien, c'est ces groupes de Gilets jaunes qui viennent nous voir. Et je discutais avec eux, j'étais avec eux tout samedi. Ils m'ont encore rappelé aujourd'hui, enfin, toujours ils m'appellent. Ils ont créé un site qui s'appelle les BA Gilets jaunes. Ils ont commencé avec nous, ça a bien marché, donc ils vont continuer sûrement avec d'autres associations, même avec nous, pas de souci. Donc c'est ce côté, voilà, revenir sur les associations qui sont là pour aider les populations justement, avec qui sont en difficulté et pour qui se battent depuis des semaines. Vous réfléchissez à ça, Madame Gentil, l'engagement associatif? Ça fait déjà quand même au moins 2 semaines que, pour ainsi dire, toute la France au niveau Gilets jaunes y pense. Parce qu'on sait qu'effectivement, l'impact de nos actions, c'était bien pour le 17. Maintenant, c'est vrai que comme il y a une continuité assez importante, bon, c'est vrai qu'il faut repenser sérieusement notre mouvement tout en se faisant entendre. C'est toujours là notre problématique. Donc c'est vrai que je pense qu'effectivement, dans le temps, on va pouvoir effectivement continuer de se rapprocher sur les associations. Nous, personnellement, on s'est affiliés à la FM Téléthon. Parce que c'est vrai que leur week-end de manifestation a été quand même entravé par les manifestations des Gilets jaunes. On en a eu confiance et donc nous, les dons, ce que nous avions récolté, nous avons reversé donc à ce... Alors aujourd'hui, les ronds-points sont démantelés. On vous invite à quitter ces lieux-là. On nous invite, à Saintes, par exemple, invités plus ou moins fortement ou voilà, pacifiquement. En tout cas, à Saintes, ils ont quitté ces lieux-là pour occuper un ancien hôpital de la ville, avoir un lieu symbole pour se retrouver. Ça, c'est aussi quelque chose auquel vous réfléchissez? Mais bien sûr. Mais de toute façon, ils pourront essayer de nous déloger de partout. On retrouvera toujours un endroit où aller. Mais ça, c'est certain. Tant que nous n'aurons pas obtenu le minimum de ce qu'on demande, parce que ce qui nous a été donné, entre guillemets, c'est loin de ce qu'on a demandé. L'augmentation du SMIC, ce n'est pas réellement une augmentation du SMIC, c'est la prime d'activité. Et elle est là pour à peu près 50% des SMICards. Et puis, ça ne va pas être 100 €. Si on arrive à atteindre 40 €, ça va être beau. Les heures supplémentaires, bon, très bien. La CSG, c'est encore quelque chose quand même de positif, mais le problème, c'est qu'elle ne sera pas mise en application avant au moins juillet. Donc là, c'est pareil, les annonces ont été faites dès janvier. Donc là, on n'est pas d'accord non plus du tout. Après, je ne sais même plus les primes. Ah oui, alors les primes de fin d'année, là aussi, franchement, c'est quelque chose... c'est assez choquant même parce que c'est encore diviser le monde, diviser les gens. C'est pas fait, hein? Non, c'est pas fait, mais c'est que c'est diviser encore les gens parce que les grosses boîtes, des grosses enseignes vont peut-être pouvoir se permettre effectivement de le faire à leur bon vouloir, toujours comme tel. Maintenant, les petites entreprises, les petits artisans, les petits commerçants, je ne pense pas qu'ils soient dans la capacité de le faire. Monsieur Lafont, votre mot de conclusion à vous par rapport aux Gilets jaunes, qu'est-ce que vous retenez de ce mouvement de positif? On peut que soutenir leur mouvement. Ce que je ne peux pas soutenir, c'est ce qu'ils font avec leur mouvement. On ne peut pas accepter la dégradation. Mais d'autres modes d'action? Oui, honnêtement.
ne peut pas accepter, parce que la dégradation de la moitié des radars, et pourtant Dieu sait si je les aime pas en France, la moitié des radars, de toute façon, ça sera toujours les Français qui vont payer la reconstruction. Moi, je pense qu'un sac poubelle dessus avec du scotch, ça aurait été très bien, si vous voulez. Mais il y en a beaucoup qui ont été faits comme ça. Bravo, youpi. Mais là, les voir brûler, les voir incendier, voir avoir été faire incendier les péages. Mais on est contre les dégâts. Majoritairement, des gens des Gilets jaunes sont contre la casse. Je sais bien. Malheureusement, c'est qu'on ne peut pas contenir tout le monde. Allez, la conclusion de M. Pressac sur les Gilets jaunes, le positif. Sur les Gilets jaunes, le problème de l'action, on la comprend, on la soutient, il n'y a aucun souci. On est tout à fait avec les Gilets jaunes. Le seul problème, mon inquiétude à moi, c'est que si cette action continue, si au rond-point, à 3 km de chez moi, les clients ne viennent pas, c'est des employés à moi qui vont devenir gilets jaunes, vous comprenez, qui vont rejoindre le mouvement parce que je ne pourrai pas les garder. Donc, il faut vraiment réfléchir à l'action, comment la mener. Et je crois que ça s'est assoupli déjà, parce que déjà, au niveau des blocages, il n'y en a plus réellement. En fait, au final, c'est surtout une marque de présence. Parce que sinon, c'est nous qui allons en pâtir. Parce qu'il y a quand même un impact aussi sur la population, sur le commerce. Vous rejoindre prochainement, parce que moi, je ne pourrai pas garder tous mes salariés obligatoirement si mon carnet de commandes n'est pas plein. Merci à tous, nous arrivons au terme de ce débat. Merci d'y avoir participé. Prochain Disputandoum après les vacances le 9 janvier, ce sera avec Pascal Cagnato sur le thème des risques du rugby après plusieurs décès accidentels. Une amicale pensée pour Xavier Méric, le rédacteur en chef habituel de cette émission, est absent ce soir. Joyeuses fêtes à tous et surtout, prenez soin de vous.